Sabah khir nas koul. Bonjour tout le monde. Bonne fête des mères. C'est la fête des mères. Dans 2 semaines, le deuxième dimanche après la fête des mères. 2 semaines après la fête des mères, c'est la fête des pères. Mais c'est pas important la fête des pères. Bonjour. Normalement, au podium, il y a le professeur Leila Atiya Anwar Cheib et Mouchibeni. On va démarrer pour être dans les temps. Je vais céder tout de suite la parole à mon ami le professeur Atiya pour faire les premières annonces. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour cette matinée dominicale bien ensoleillée. Et vous êtes courageux d'être là avec le beau soleil qui adore. Ce matin, on va démarrer la session de collaboration fructueuse entre généticiens, biologistes et obstétriciens. D'un sujet toujours d'actualité qui est le dépistage de la trisomie 21. Qu'en est-il en 2022 ? Et je vais céder la parole au docteur Cyrine Hizm, qui est assistante en cytogénétique à l'hôpital Mangislim de la Marsa et qui va nous parler de l'ADN libre circulant fœtal en 2022. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation et je remercie également toutes les personnes présentes ici. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter quelques aspects pratiques sur l'étude de l'ADN libre circulant fœtal, bien sûr dans le cadre du dépistage de la trisomie 21. La trisomie 21, comme vous le savez, c'est la première cause génétique de déficience intellectuelle. Son incidence n'est pas négligeable et ses conséquences sont considérables aussi bien sur le système de santé que sur les familles de ces enfants qui sont à risque de complications et qui nécessitent une prise en charge au long cours. C'est pour cette raison que le dépistage de la trisomie 21 en prénatal fait partie intégrante des stratégies de prévention dans tous les pays, dont le nôtre. Il existe 2 types de démarches selon le risque de trisomie 21. Si la femme est à haut risque d'aneuploïdie, notamment de trisomie 21, c'est un diagnostic prénatal qui doit lui être indiqué par un prélèvement invasif de liquide amniotique ou de villosité choriale afin d'établir un karyotype fœtal. Parfois, on peut avoir recours à quelques techniques complémentaires comme la fiche interphasique si le terme est avancé, par exemple. Sinon, pour toute femme enceinte, c'est le dépistage prénatal qui doit lui être proposé, d'abord par l'échographie du premier trimestre et puis par l'étude des marqueurs sériques maternels. Et depuis quelques années, elle peut bénéficier aussi de l'étude de l'ADN libre circulant fœtal. Anciennement appelé dépistage prénatal non invasif, donc l'étude de l'ADN libre circulant fœtal est d'application pratique depuis 2010 et ceci grâce à la mise en évidence depuis 1997 de l'existence de fragments d'ADN libres circulant dans le sang maternel. Quelques années plus tard, ce test a été implémenté dans la stratégie de dépistage de la trisomie 21 dans plusieurs pays, de pair avec l'avancement technique dans les procédés de séquençage de nouvelle génération du génome. Alors, l'étude de cet ADN libre circulant fœtal, son objectif principal, c'est de rechercher des aneuploïdies, en l'occurrence une trisomie 21, à partir, chez le fœtus bien sûr, à partir de l'étude des fragments d'ADN fœtal qui sont libres et circulent dans le sang maternel, puisqu'il a été démontré que dans la circulation maternelle, il existe des fragments d'ADN libres qui proviennent des cellules de la maman, mais aussi il y a des fragments d'ADN qui appartiennent au fœtus. Quelle est l'origine de cet ADN fœtal? Elle est triple. D'abord, c'est la nécrose des cellules hématopoïétiques du fœtus, le relargage des cellules trophoblastiques dans la circulation maternelle et principalement l'apoptose des cellules trophoblastiques. Donc l'origine, elle est principalement trophoblastique. C'est le placenta qui est à l'origine de la majeure partie de l'ADN libre fœtal circulant dans leur sang maternel. Cet ADN fœtal est détectable dans le sang maternel à partir de la 5e, 6e
semaines d'aménorrhée. Son taux augmente avec l'avancement de la grossesse, avec une cinétique qui devient plus importante au-delà de la 21e semaine. À l'accouchement, le taux diminue pour disparaître au bout de quelques heures. Les fragments d'ADN maternel sont majoritaires, puisque à la fin du 3e trimestre, environ, il y a 20% de proportion d'ADN fœtal qui circule dans le sang maternel, ce qui risque de baisser la sensibilité de détection des anomalies génétiques fœtales. C'est pour cela qu'il y a un seuil minimal de fraction fœtale qui est requis, et puis il y a la nécessité d'une étape d'enrichissement pour augmenter le taux d'ADN libre fœtal circulant dans le plasma maternel. Cet ADN existe sous forme de petits fragments dont la taille ne dépasse pas 300 paires de bases dans la majorité des cas, avec une taille prédominante de 143 paires de bases versus une taille de 166 paires de bases pour l'ADN maternel. Et cette différence de taille pourrait être employée dans certaines techniques pour permettre de différencier entre les deux types d'ADN. Il faut savoir que la totalité de notre génome est représentée dans ces petits fragments d'ADN fœtal. Alors, à qui on va proposer cette étude par l'ADN libre circulant fœtal? On a dit qu'il s'agit d'un test de dépistage, donc logiquement, il doit être proposé à toute femme enceinte, mais il faut tenir compte des contre-indications. Lorsqu'on a des signes d'appel échographique ou bien une clarté nucale supérieure ou égale à 3,5 mm, il n'y a plus de place à un test de dépistage par l'ADN fœtal. Là, c'est un test invasif qui doit être mis en place, puisqu'il y a un risque important de trouver une autre anomalie que celle recherchée par le test de dépistage de l'ADN libre circulant. Mais il y a certains signes échographiques mineurs qui ne figurent plus parmi les contre-indications lorsqu'ils sont isolés, à savoir l'artère ombilicale unique, l'artère sous-clavière droite rétro-œsophagienne, les kystes du plexus choroïde, la dilatation pyélo-calicielle unie ou bilatérale, le spot cardiaque hyperéchogène et les intestins hyperéchogènes. Alors en France, dans le rapport de la Haute Autorité de Santé émis en 2017, il a été préconisé que toute femme enceinte qui a un risque élevé de trisomie 21, un risque supérieur à 1 sur 1000, doit bénéficier ou peut bénéficier d'un test avec l'ADN libre circulant fœtal. Et que ce soit ce risque, il a été établi par un dépistage combiné du premier trimestre ou par l'étude des marqueurs sériques du deuxième trimestre. Alors, lorsque le risque est très élevé, il est supérieur à 1 sur 50, normalement, on devrait procéder directement à un test invasif pour réaliser un karyotype fœtal, sauf si la femme refuse un test invasif. Dans ce cas, on peut lui proposer de réaliser un test ADN libre fœtal circulant. Il y a d'autres indications qui ont été proposées par les sociétés savantes en France et qui font aussi partie de la nomenclature depuis janvier 2019, à savoir les antécédents de grossesse avec trisomie 21 fœtale, la translocation robertsonienne parentale impliquant un chromosome 21 et les grossesses multiples. Il y a d'autres indications qui sont également proposées mais qui ne sont pas encore prises en charge, à savoir l'antécédent de grossesse avec trisomie 13 ou 18 fœtale, le parent porteur d'une translocation robertsonienne impliquant un chromosome 13, si le dépistage par les marqueurs sériques maternels n'a pas pu être réalisé, et en cas de profil de marqueurs sériques maternels évocateur de trisomie 21. À savoir que le dépistage des anomalies chromosomiques par l'ADN libre circulant peut également être réalisé en dépistage primaire, en l'absence bien sûr de toute contre-indication si la femme enceinte le désire. Alors, avant de réaliser ce test, il y a certaines règles qui sont à prendre en considération. D'abord, la prescription de ce test doit faire l'objet d'une prescription médicale au cours d'une consultation par un professionnel médical formé. Le prélèvement est théoriquement réalisable dès la 10e semaine, mais en pratique, il est recommandé de le faire après mesure de la clarté nucale pour éliminer une contre-indication. Il faut bien sûr expliquer les avantages et les limites du test à la fin et lui expliquer qu'en cas de résultat positif, il est obligatoire de confirmer l'existence d'une trisomie 21 par un prélèvement invasif sur liquide amniotique de préférence.
Bien sûr, la femme doit signer un consentement après avoir reçu les explications nécessaires et le prélèvement se fait sur un tube spécial dédié à l'extraction de l'ADN libre circulant. Il doit être stocké immédiatement à plus 4 degrés après le prélèvement et transporté à température ambiante dans les plus brefs délais. Concernant le test en lui-même, son principe, c'est de mettre en évidence une surexpression statistiquement significative de fragments d'ADN fétaux dérivant du chromosome 21 dans le plasma maternel en comparaison à d'autres régions chromosomiques qui sont euploïdes. C'est donc un test de quantification relative. Pour cela, on peut avoir recours à 4 principales approches. Il y en a celles qui sont ciblées par séquençage des régions polymorphes ou non polymorphes, ou bien par l'utilisation de puces à ADN. Et il y a également les techniques whole genome qui se basent sur le séquençage de tout le génome. La plupart des tests qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché utilisent une technique de séquençage de nouvelle génération. Les principales étapes de cette technique sont résumées dans le schéma suivant. L'étape cruciale, l'isolation du plasma, elle doit prendre en considération certaines règles pour ne pas engendrer une lyse des cellules maternelles, pour ne pas augmenter le taux de la fraction maternelle. Cette étape est suivie par une extraction d'ADN par des kits spécifiques, une préparation des librairies, un séquençage et enfin une analyse bioinformatique et statistique. Donc, globalement, on va réaliser un séquençage d'une grande quantité de fragments d'ADN, aussi bien l'ADN fœtal que l'ADN maternel. Par la suite, on va aligner ces fragments sur le génome et on va procéder à une étape de comptage des fragments d'ADN dérivés du chromosome en question, ici le chromosome 21, et on va essayer d'établir une différence relative par rapport à un chromosome qui est euploïde. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une donnée capitale, c'est la donnée sur le taux de fraction fétale. Il faut connaître le taux de fraction fétale dans le sang maternel pour pouvoir établir un Z-score qui nous permettra de dire si le résultat est positif ou négatif selon que ce Z-score se situe au-dessus ou au-dessous d'une valeur seuil préétablie par le laboratoire. Donc, quels sont les facteurs qui influencent le résultat? Vous l'avez bien compris, la fraction fétale, c'est un élément important et ça correspond au quotient de la quantité d'ADN libre fétal par rapport à l'ADN libre circulant total dans le sang maternel. Avec la technique de séquençage, il n'est pas possible malheureusement de distinguer entre les fragments d'origine fétale et ceux d'origine maternelle. Donc l'étude ne peut pas être sélective. C'est pour ça qu'une étude préalable par un calcul de la fraction fétale dans le plasma maternel est nécessaire afin de permettre une interprétation fiable du résultat. Pour le calcul de la fraction fétale, on peut avoir recours à différents procédés. On peut se baser sur l'étude de séquence du chromosome Y, s'il s'agit d'un fœtus de sexe masculin. On peut procéder à un génotypage de l'ADN fétal en comparaison au génotypage des parents. On peut se baser sur la différence de méthylation de certaines régions génomiques où la méthylation est différente entre l'ADN maternel et l'ADN placentaire. Et finalement, on peut se baser sur la différence de taille des fragments d'ADN des deux types. La mesure correcte de la fraction fétale est d'une importance capitale pour obtenir un résultat le plus précis possible. Plus elle est élevée, plus le Z-score est élevé et plus il sera facile de détecter une aneuploïdie, à savoir qu'un taux inférieur à 4% ne nous permet pas de rendre le résultat puisqu'il est associé à un risque élevé de faux négatifs. Il faut savoir que cette fraction fétale est influencée par plusieurs facteurs maternels et fétaux. La fraction fétale augmente, comme on vient de le voir, avec l'âge gestationnel. Le poids maternel, par contre, va influencer négativement la fraction fétale, puisque lorsque le BMI de la maman augmente, c'est la fraction de l'ADN maternel qui va augmenter, ce qui va entraîner une dilution des fragments d'ADN fétal dans le total. Donc on aura une fraction plus diminuée. Il y a un impact aussi des grossesses multiples, puisqu'il a été démontré que la fraction fétale est moins élevée en cours des grossesses gémellaires ou des grossesses multiples par rapport aux grossesses de singletons. Et la fraction fétale est inférieure à 4% dans 10 à 15% des cas, d'où le risque élevé de faux négatifs. Il
Il faut savoir que le nombre des fœtus n'est pas très important par comparaison à la chorionicité qui est plus importante. Une autre difficulté corrélée à l'interprétation au cours des grossesses gémellaires, c'est lorsque les deux jumeaux sont discordants pour l'aneuploïdie ou bien lorsqu'ils n'ont pas la même fraction fétale. Dans ce cas, la différence relative sera minime et il y a un risque de faux négatif. Le type d'aneuploïdie influence également le taux de la fraction fétale puisque cette dernière est augmentée en cours de la trisomie 21, mais elle est diminuée au cours de la trisomie 18, trisomie 13 et de la monosomie X. Donc, après avoir réalisé notre séquençage et validé techniquement notre procédure, le résultat va être rendu dans un délai idéal de 10 jours. Il sera annoncé positif ou négatif et il sera accompagné de commentaires. Lorsque le test est positif, on exige obligatoirement une confirmation par un karyotype fœtal puisque l'interruption médicale de la grossesse ne pourra pas être faite sur uniquement le résultat d'un test de dépistage. Quelles sont les performances de ce test ? Une méta-analyse rassemblant les données de la littérature depuis 2007 a mis en évidence une spécificité proche de l'ordre de 100% pour les 3 trisomies classiques, avec une sensibilité qui est importante pour la trisomie 21 supérieure à 99% et une sensibilité un peu moindre pour la trisomie 18 et la trisomie 13. Le taux de faux positifs et de faux négatifs est également moins important pour la trisomie 21 en comparaison aux autres chromosomes et c'est moins performant, le test est moins performant pour les grossesses gémellaires puisque la sensibilité elle n'est de que 93,7%. Ce test a malheureusement des limites. Il peut être voué à l'échec dans une fréquence de 1,9 à 6,4% et la principale cause, c'est la faible fraction fétale. Dans ce cas, on peut être amené à répéter le test, mais au bout du deuxième échec, un prélèvement invasif par karyotype fœtal sera indiqué. Puisque c'est un test de dépistage, on peut être face à des faux tests négatifs. La principale raison, c'est la fraction fétale faible, mais aussi la mosaïque fétale, ou bien la mosaïque qui est confinée au fœtus et qui épargne le placenta. Ces deux situations vont nous donner un faux risque négatif. Dans le cas contraire, lorsque la mosaïque est confinée au placenta mais épargne le fœtus, on peut avoir un risque de faux positif avec une discordance entre le résultat de l'étude de l'ADN libre circulant et le karyotype fœtal qui sera normal. Une autre raison de faux positif, c'est l'existence d'un jumeau évanescent aneuploïde puisque le placenta de ce dernier va continuer à relarguer des fragments d'ADN dans la circulation maternelle. Un test positif peut révéler non pas une pathologie fétale, mais une pathologie maternelle, comme le montre cette observation. Donc, chez cette patiente, un Z-score très élevé a été trouvé pour le chromosome X, correspondant à une fraction d'ADN très importante. Donc, une trisomie X chez la maman a été suspectée et elle a été confirmée par le karyotype maternel montrant la trisomie contre donc, un karyotype normal chez le fœtus qui était XX. Un test positif par l'étude de l'ADN libre circulant fœtal peut également révéler une pathologie néoplasique maternelle. Il peut s'agir d'hémopathie ou bien de tumeurs solides, puisque ce type de tumeur continue donc à relarguer dans la circulation maternelle des fragments d'ADN tumoral. Donc on va trouver un profil sur l'étude de l'ADN libre circulant, un profil qui touche à plusieurs chromosomes, donc des délétions et des duplications multiples, comme vous le voyez à gauche. Donc dans le cas d'une tumeur neuroendocrine du col de l'utérus qui a été découvert au cours de la grossesse, et le même profil a été obtenu par l'analyse de l'ADN extrait à partir de la tumeur. À droite, vous avez un exemple de cancer gastrique à cellules en bas d'achatant qui a également été découvert pendant la grossesse. Quelles sont les nouveautés par rapport à l'étude de l'ADN libre circulant fœtal?
Depuis quelques années, il y a certains laboratoires qui commencent à rendre des résultats plus larges que les trisomies classiques, impliquant un dépistage des trisomies autosomiques rares, un dépistage des anomalies chromosomiques de structure, des microdélétions, des microduplications, ainsi que des anomalies des gonosomes. Mais pour l'instant, il y a peu de preuves scientifiques existantes sur l'utilité de dépister de telles anomalies. Il serait justiciable de les impliquer dans la stratégie du dépistage prénatal, puisque leur fréquence avec donc, les trisomies rares, avec les anomalies de structure et les anomalies de gonosomes ont une fréquence de 30% dans les produits de conception, d'autant plus que certaines trisomies, elles sont plus associées à une pathologie fœtale, ainsi que les anomalies de structure comme les délétions et les duplications de grande taille. Mais il a été montré, selon les études qui ont été publiées, que la sensibilité n'est pas très performante, elle n'est que de l'ordre de 88,1%, avec une valeur prédictive positive qui est moins importante par rapport à celle de la trisomie 21. Une autre difficulté émanant de la réalisation d'un tel test élargi aux autres chromosomes, c'est que parfois on peut tomber sur des variants pour lesquels on ne connaît pas forcément la signification clinique et le phénotype que va développer le fœtus, surtout lorsqu'il s'agit de variants qui sont hérités de l'un des deux parents. Si vous regardez dans cette série qui vient d'être publiée sur une série d'un test de dépistage prénatal non invasif élargi, que dans les situations où une interruption médicale de la grossesse a été choisie, c'était les situations où le réarrangement était de grande taille, donc forcément pathogène, ou bien lorsque ça correspondait à un syndrome clinique bien défini et connu avec un pronostic péjoratif pour le fœtus. Donc, est-ce que de telles indications vont être implémentées ou pas dans la stratégie de dépistage prénatal? Ça ne sera pas pour le moment, puisque les avis sont encore partagés. Il y a certains, donc la majorité, qui ne sont pas en faveur, qui ont voté contre l'implication de ces indications avec un taux de 59% de refus. Donc finalement, on est en train d'utiliser des technologies de séquençage du génome entier avec un coût qui a tendance à baisser. Et on a tendance aussi à l'accès à davantage d'informations en génétique qui aura certainement des enjeux éthiques. D'abord, il faut respecter l'autonomie de l'enfant, il ne faut pas quand même tomber aussi dans l'eugénisme. Il faut aussi respecter l'autonomie des parents, leur droit à réaliser ou non le test de dépistage, leur droit à choisir de poursuivre ou d'interrompre la grossesse, lorsque c'est indiqué bien sûr, et il faut donc tenir compte avec l'excès d'informations qu'on peut générer en élargissant les tests, que ça va impacter la psychologie des parents en leur rajoutant encore du stress et de l'anxiété. Donc, pour conclure, je voudrais insister sur le fait que l'étude de l'ADN libre circulant fœtal est un test de dépistage et non de diagnostic. Il faut respecter absolument les indications et les contre-indications. Lorsqu'on est face à des anomalies échographiques, il n'y a plus de place à un test de dépistage. La fraction fœtale, vous l'avez vu, c'est un élément qui a une importance capitale. Il faut que ça soit au moins supérieur à 4% pour que le résultat soit interprétable. Il faut bien expliquer les limites du test aux parents et en cas de résultat positif, il faut exiger obligatoirement une confirmation de l'anomalie par un prélèvement invasif, de préférence sur liquide amniotique. Pour les indications élargies, pour le moment, il y a peu de données prouvant leur fiabilité, surtout qu'on est en train d'utiliser des plateformes qui nécessitent encore d'être validées afin d'optimiser l'indication de telles anomalies dans la stratégie de dépistage. Je vous remercie pour votre attention. Je te félicite, Céline, pour ta très belle présentation. Pour rester dans le timing, on va se permettre 2 ou 3 questions dans la salle. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Tu nous as éclairci. Moi, je pense qu'il y a des explications à donner au couple. Parce que le test classique
qu'il faut comparer. Il y a des faux négatifs de 5%, c'est-à-dire que le test est négatif, le bébé est malade et est touché et il a la trisomie 21. Et là, ce n'est pas accepté par les parents s'ils ne sont pas informés de la deuxième possibilité où c'est un test qui est très sensible, où les faux positifs et les faux négatifs sont de l'ordre de 0,9% ou pour 1000. Ça, c'est la première. Donc, on est obligé d'expliquer au couple les deux possibilités, sachant que le test classique, il coûte 100 dinars en Tunisie, et ce test que vous venez d'exposer, il coûte 1050 dinars. 1000 dinars à peu près. Donc, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Deuxièmement, il ne faut pas le faire avant 10 semaines. Nous, on a appris quand on était étudiant qu'il n'y a pas de passage des cellules fétales avant 9 semaines. Vous voyez que c'est battu en brèche, c'est faux. Avec ce test-là, ils ont démontré le contraire. D'ailleurs, les femmes qui ont une grossesse avec un résultat négatif, si elles avortent, on ne donne rien du tout avant si c'est une grossesse qui est âgée de moins de 8 à 9 semaines. Mais là, c'est prouvé qu'il y a un passage d'ADN fétal. Deuxièmement, la deuxième chose qu'il faut expliquer au couple aussi, c'est quand la femme est obèse, quand la BMI, l'index pondéral est très élevé, il y a un très grand risque, et vous l'avez démontré, que ça peut être négatif. Est-ce qu'on le refait en payant la deuxième fois, ou est-ce que c'est gratuit? Ça pose un énorme problème. Il faut bien expliquer au couple, sinon on va avoir d'énormes problèmes. On a vécu ce problème aussi. Merci. Merci pour la clarté de ta conférence, Nasrine. أنا باش نخرج منه في هادي. Mon ami Hadi, il nous affirme ou il nous dit qu'avant la 10e semaine, il n'y a pas de passage des éléments fétals ou fétaux vers la circulation maternelle. هو راه المسألة ماهيش un passage des éléments fétaux cellulaires. علاش؟ Parce que nous savons que le trophoblaste ou le futur placenta est constitué par ce qu'on appelle une chambre intervilleuse, c'est-à-dire une serre hermétiquement fermée qui ne contient que le sang maternel. Ce sang maternel de la chambre intervilleuse sépare la circulation ou le compartiment fœtal par une membrane appelée membrane trophoblastique. Justement, c'est à partir de ces cellules de la membrane trophoblastique qui meurent par phénomène d'apoptose, et en mourant, ces cellules vont remettre dans la circulation maternelle des débris cytoplasmiques et des débris nucléaires, ça veut dire de l'ADN fœtal réel. Donc, il n'y a pas de passage, jamais de passage, ni à 4 semaines d'aménorrhée, ni à 42 semaines d'aménorrhée. Les circulations maternelles et fétales sont tout à fait séparées et indépendantes par le placenta, par la membrane trophoblastique. هي l'origine de l'ADN fétal libre. حاجة أخرى, je profite de l'occasion pour expliquer un peu la cinétique de l'ADN fétal libre dans la circulation maternelle. Cette cinétique est ascendante, le taux de l'ADN fœtal libre augmente dans le sang maternel parce que justement, le placenta augmente au fur et à mesure de l'avancement de la grossesse et que par conséquent, la surface des cellules cytotrophoblastiques devient beaucoup plus importante, donc l'ADN fœtal libre augmente. حاجة برك اللي منيش فهمها وماذا بيا تفسرها لي هو احنا من جهه نمشيو on justifie le DPNA dans les grossesses multiples. لماذا؟ parce que le dépistage AT1 فيه مشاكل âge plus quartier local de chaque fœtus فيه مشاكل parce que les constantes sériques des marqueurs sériques يخوفوا ما مش très fiable. مشينا للADN DPNA في الجروسيس ملتيبل ومن جهه اخرى نلقى مدام تقول لي اللي dans l'une des plaques تقول اللي attention parmi les facteurs limitants de DPNA les grossesses multiples. قال شنو les taux de l'ADN fœtal libre sont abaissés dans les grossesses multiples. حاجه اللي انا ما فهمتهاش. انا متوقع
كنت أتوقع اللي l'ADN fétal libre se trouve augmenté dans le grossesse multiple ou c'est faussé au niveau de T1 avec علاش ça constitue la troisième indication de PME. شكرا. Pour répondre à votre... Oui, faites Merci. Donc pour répondre à votre question sur les grossesses, multiples, voilà. Donc c'est le test de référence pour le dépistage en cas de grossesse multiple, mais il y a des difficultés d'interprétation. Donc le problème ne se pose pas lorsqu'on est devant une grossesse monocoriale, puisque la quantité, on a le même génome, le même résultat pour l'ADN fœtal, on aura une quantité d'ADN qui sera doublée. Par contre, en cas de grossesse bicoriale, on a deux ADN qui sont différents. Donc, on a besoin de distinguer les deux ADN des deux jumeaux. S'ils sont discordants pour l'aneuploïdie, la différence ne va pas être très significative pour être détectée. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une difficulté d'interprétation. Oui, pour les grossesses gémellaires ou en général? Pour les grossesses gémellaires, oui, à mon avis, il faut le répéter, oui. Si la femme n'est pas obèse. Si c'est négatif une deuxième fois, on passe directement au prélèvement invasif. C'est les indications qui ont... Oui. C'est les recommandations qui existent ouais, pour les grossesses. Ouais. Bon, on peut proposer, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Il y a une question dans la salle. Oui, s'il vous plaît, une petite question. Vous avez dit qu'il y a un taux de faux positif avec les grossesses gémellaires avec évanescence d'un jumeau. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut passer directement au test invasif ou bien répéter le test et dans combien de temps? En fait, j'ai parlé des jumeaux évanescents. Ça risque de donner un faux résultat positif lorsqu'on n'est pas au courant qu'il s'agissait d'une grossesse gémellaire. Parfois, le jumeau est évanescent, on ne le détecte pas, mais c'est à travers son ADN aneuploïde, à travers le résultat faussement positif, qu'on va se rendre compte qu'il s'agissait. Donc la discordance avec le karyotype fœtal du jumeau qui reste, c'est ça ce qui va nous rendre compte de l'existence d'un jumeau évanescent. En fait, si je peux me permettre, j'ai un commentaire par rapport à cette dernière question. Je prends la parole, je m'introduis comme ça. Donc pour répondre à votre question, il faut attendre un délai moyen de 6 semaines. C'est comme pour les marqueurs sériques. Surtout s'il y a une vacuité utérine, le reste du trophoblast ne relargue plus d'ADN fœtal. Donc on peut refaire le DPNI. Voilà. Quoique, il vient d'être démontré que certains placentas continuent à relarguer jusqu'à 15 semaines de l'ADN. Oui. Le trophoblast d'une grossesse arrêtée, etc., dans la cavité utérine, n'est plus en rapport avec un contact avec une chambre interveineuse. Il n'y a plus cette architecture merveilleuse qui est la chambre interveineuse et le trophoblast. Un trophoblast qui est dans la cavité utérine, c'est fini. Même le taux de bêta-CG n'augmente plus. Justement, il y a la merveille des mathématiques qui tend à prouver par des médianes que les taux reviennent aux grossesses singleton après un délai de 6 semaines. Voilà. Mais il n'y a pas de relargage, il n'y a plus de relargage possible. Merci. Avant de passer à la communication du docteur Dira, je voudrais préciser quelque chose. S'il a dit vous avez annoncé le coût de Qadesh Kholt Soum. Si vous êtes généticien, vous allez payer 1050 dinars. Si vous êtes biologiste, de toute façon, les deux ils font la sous-traitance. Si vous êtes biologiste, vous ne payez que 900 ou 950 dinars. Mais si c'est négatif, habituellement, tu ne payes pas la deuxième fois. Cyrine, vous le faites à quel prix? Il n'est pas faisable en Tunisie. Je sais. C'est de la sous-traitance avec les labos
européen. C'est l'aide, nous le faisons à l'hôpital militaire. Donc, je sais comment ça se passe et quel est le cheminement. Vous le faites maintenant? On le sous-traite, comme vous venez de l'annoncer. Et vous payez combien? Justement, j'essaie de connaître le prix, mais ça ne dépasse pas 900 dinars. Ah, donc c'est la même chose. Céline, nous sommes très souvent confrontés à une situation, comme tu l'as dit, la sensibilité et la spécificité sont très élevées, et donc un test positif est un test positif. On va proposer un diagnostic invasif chez les parents. Et très souvent, nous sommes confrontés à un refus de la part du couple par rapport au diagnostic, au diagnostic invasif, et le couple est demandeur d'emblée d'une IMG. D'une IMG. Non. Est-ce que, je ne sais pas si on pourrait un jour avoir un comité d'éthique dans ce sens, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de proposer d'emblée une IMG à ses parents et de ne pas avoir à les harceler pendant des semaines pour qu'ils soient convaincus de ce geste invasif? Je sais que légalement, on n'a pas le droit, mais très souvent, nous autres obstétriciens, nous sommes confrontés à cette situation. Et très souvent, on fait les diagnostics invasifs et ils s'avèrent, enfin, ils sont positifs forcément. Je sais pas, je sais que tu as été confronté à cette situation. En fait, je vais présenter après une cohorte qui tend à montrer que peut-être la valeur prédictive positive du NIPT en T21 est intéressante, mais pour toutes les autres anomalies, pas du tout. Donc, si vous faites une IMG sur un NIPT, à part même le cadre légal, à part même si c'est légal ou pas légal, scientifiquement parlant, ça n'est pas correct. Il y a beaucoup de faux positifs, surtout dans les autres anomalies autres que la trisomie 21. Le problème, c'est qu'on est confronté à un problème de coût aussi, hein, parce que le couple doit payer déjà les 1050 ou 950 dinars de diagnostic non invasif et les 500 dinars derrière. Donc, c'est pas évident du tout. Mais on doit dès maintenant établir un cadre tout à fait qui soit sain, qui nous permettra d'avancer, notamment par rapport au DPNI qui va connaître une baisse des prix très importante cette année ou celle d'après. On espère. Donc on est sur le DPNI prochainement hors séquençage. Voilà. Juste une remarque par rapport à ça, c'est que si on trouve un DPNI qui est positif, ça peut être un faux positif en raison d'une pathologie maternelle. Il y a un grand nombre de néoplasies maternelles qui ont été découvertes sur un résultat évoquant une trisomie 18, par exemple, parce qu'on ne regarde que les 3 chromosomes. Mais ça, si on regarde l'ensemble des chromosomes, on va trouver d'autres réarrangements. On va faire attendre un peu les questions. Actuellement, on est en train tous de pousser vers le DPNI parce qu'il est sûrement plus sûr et il y a moins de complications matérielles, moins de fausses couches. Mais en fait, quelle est la fréquence réelle des fausses couches après une amniosynthèse? Parce qu'on a l'impression que nous-mêmes, c'est un peu surévalué. Le risque de fausses couches après une amniosynthèse n'est pas énorme, au fond. 0,5%. 0,5%. Il y a quand même il y a eu des décès aussi. Je sais. Je pense que toutes ces questions vont se retrouver après la présentation de Dr Ardila. S'il te plaît, Mounir. Juste, il faut, une fois, le papa n'a pas voulu récupérer l'enfant parce qu'il était trisomique 21. Il a dit, je ne le prends pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Parce que le couple n'a pas été informé de la deuxième possibilité. C'est la fête des mères. Les mères n'abandonnent jamais leur oui, mais le monsieur n'a pas voulu récupérer l'enfant. La mère n'était pas informée du deuxième test qui est très sensible. Donc il faut expliquer aux gens et aux couples les 2 tests. Sinon, sur le plan médico-légal, on va être poursuivi. Merci tout le monde. On va reporter les questions juste après la présentation de Dr Ardila, qui est actuellement dans le secteur privé, malheureusement pour le système de la santé publique, mais il a fait partie de l'équipe de Sousse et de Monastir, pardon, et je lui cède directement la parole. Merci à vous. Bonjour chers amis, je suis très ravi d'être ici avec vous. Je voudrais remercier bien sûr la Société tunisienne de gynéco-obstétrique de m'avoir associé
à cette conférence, à ce séminaire, et aussi remercier un peu plus largement tous les amis gynécologues, la STGO, d'avoir contribué et d'avoir manifesté son soutien aux guidelines que nous avons émis, nous biologistes, l'année dernière sur la standardisation des pratiques pour le dépistage de la trisomie 21. Et ce sont, je pense, ces esprits collaboratifs, ces initiatives collaboratives qu'il faut encourager et appuyer. Donc, ma présentation s'articule autour de quelques QCM. Voilà, j'ai voulu être interactif aujourd'hui. Et comme c'est l'année des QR codes, eh ben on va commencer par un QR code. Je vous demanderai de scanner ce QR code avec vos téléphones, comme ça vous pourrez participer au QCM. Ce QR code vous mènera vers un lien qui voudra ouvrir avec votre navigateur. Et laissez donc la page du navigateur bien ouverte parce que vous recevrez les QCM sur cette page. Bien sûr, il faut être connecté. Il faut avoir la 4G. Alors, on commence par... Oui, c'est ici WooClap. Voilà, vous aurez une page WooClap qui va s'ouvrir. Restez sur cette page. Voilà. WooClap. Exactement, voilà. Je passe. Première question. Alors, la demande en marqueur sérique. La demande en marqueur sérique de la trisomie 21 a diminué en France. Alors, mais j'ai intégré mon épaule. Bon. Alors, je vais simplement vous dire les pourcentages. Est-ce qu'on peut afficher la page que j'ai sur mon écran? Ah, c'est le partage d'écran qui fait ça? Voilà. Donc ça, c'est vos réponses. Ça, c'est vos réponses à vous. Donc 59% de non, c'est-à-dire que non, les marqueurs sériques de la trisomie n'ont pas diminué lors de l'installation du NIPT. Et justement, c'est la bonne réponse. Donc le débit en France pour les marqueurs sériques, même si on a installé le DPNI, on a pensé que ça allait remplacer. En fait, non. On s'est rendu compte que chacun a ses objectifs, chaque technique a ses objectifs, et ils sont complémentaires. L'un ne vise pas à remplacer l'autre. Donc on parle de deux techniques qui sont complémentaires. Moi, quand je vois que je fais plus ça, je fais ça, en fait, non. Non. Ce sont deux choses qui sont complémentaires et qui ont chacune leur cadre dans la stratégie générale. Donc, et justement, ce qui se passe en France, c'est qu'on voit que le nombre de DPNI a beaucoup augmenté, surtout que ça a été pris en charge ici par la Sécurité sociale. À partir d'ici, c'est pris en charge par la Sécurité sociale française, donc ça devient gratuit. Donc ça augmente de beaucoup. On fait en France à peu près dans les 120 000 DPNI par an. Et malgré un taux de naissance qui diminue légèrement d'année en année, eh ben, la demande en marqueur sérique, elle est constante, autour de 660 000 tests de dépistage de la trisomie 21 par marqueur sérique et clarté nucale. Donc, retenez bien, au début de ma conférence, j'ai voulu bien insister sur ce point-là. Ce sont deux techniques qui sont complémentaires, il n'y en a pas une qui vise à remplacer l'autre. Alors, on a connu en France aussi une transformation du métier de cytogénéticien. Là-bas, je suis cytogénéticien. Et malheureusement, en France, une des conséquences de la réussite de ce dépistage, c'est qu'on fait de moins en moins de karyotypes fœtaux. Si on part en 2008, on faisait environ 80 000 karyotypes fœtaux en France. Vous voyez là, il y a une chute importante. C'est l'implémentation du dépistage au premier trimestre, ici, qui a fait cette chute. Et ici, ça a encore chuté. Ici, c'est l'implémentation du DPNI
par la sécurité sociale. Donc on est parti de 80 000 DPN par an, et là on est à peine à 10 000. Et on a amélioré les performances. C'est-à-dire qu'on diagnostique plus de trisomiques en 2020 qu'on en diagnostiqué en 2008. Deuxième question, donc toujours sur votre téléphone qui va s'afficher. Alors, parce qu'on est en train de parler du pré-cariotype. On est en train de parler de la technique qui va nous amener vers le cariotype. Vous pouvez commencer à répondre déjà. Est-ce que ça s'affiche sur votre téléphone? Quelles situations sont éligibles parmi ces situations-là au diagnostic cytogénétique, soit par amniosynthèse ou biopsie de Truffaut? Jusqu'à maintenant, voilà, ça vient. Je répète la question, sur ces 5 situations, quelles sont celles qui sont éligibles pour faire une amniosynthèse? Alors, la réponse 4, oui, c'est évident. Clarté nucale à 4 mm avec un risque faible au dépistage, oui, c'est bien éligible. Il y a 31 personnes sur 47 qui ont répondu, 32. Bon, on va verrouiller pour voir la bonne réponse. Allez, 1, 2 et 3. Donc les réponses correctes sont la 3 et la 4 en fait. La première, dépistage TREE21 risque faible avec âge supérieur à 38 ans, non, parce que l'indication d'âge, si la patiente a bénéficié du dépistage, n'y est plus. Donc c'est surtout la 3e et la 4e, c'est le fait de porter une translocation et une clarté nucale à 4 mm avec un risque faible au dépistage. Oui? Ouais? Oui. Magnifique question, comme d'habitude, cher professeur. En fait, ça s'appelle l'effet interchromosomique. L'effet interchromosomique, c'est quoi? La conférence va durer 40 minutes, là on est parti, mais bon, c'est pas grave. Donc, l'effet interchromosomique, c'est le fait d'avoir une translocation qui impliquerait n'importe quel chromosome et qui viendrait à gêner la disjonction méiotique. On se retrouverait avec des cellules qui sont déséquilibrées. Comme tous les chromosomes n'arrivent pas à passer le cap de la correction cellulaire, il ne demeure que ce petit chromosome, le 21, qui justement y échappe. Et ça peut donner, en théorie, des trisomies. Donc toute translocation, tout déséquilibre cytogénétique doit nous faire faire une amniosynthèse, même si le chromosome impliqué n'est pas le chromosome 21. Dans la translocation, je veux dire. Oui, là, on est déjà au-dessus du 95e percentile. Oui, là, c'est très élevé. Docteur Dira, on va peut-être avancer pour être dans les temps, s'il vous plaît. Oui, pour être dans les temps, parce qu'on ne va pas finir. Merci. Oui, exactement. Alors, donc je vous rappelle les critères d'inclusion donc au DPN. Et alors, il y a eu le NIPT qui a été rajouté, voilà, dans ces critères d'inclusion. Et donc nous, pour les marqueurs sériques, on est au point 2. Voilà, le risque combiné est supérieur à 1 sur 250. Donc on va parler des marqueurs sériques. Donc là, on a un joli fœtus qui est dans son sac amniotique avec son placenta. Et question 3, quels sont les marqueurs fœtaux et non placentaires? Quels sont les marqueurs
qui sont issus du fœtus. Je lance. Alors, c'est important de savoir quels sont les marqueurs d'origine fœtale. Alors, voilà, on peut arrêter. Donc, il y a ici un seul marqueur fœtal, c'est l'alpha-fœtoprotéine, c'est l'AFP. Tout le reste, ce sont des marqueurs placentaires. Et ceci aura pour conséquence tout ce que je vais dire après. AFP se comportera toujours dans le sens opposé de tous les autres marqueurs, qui sont souvent à la baisse. Il n'y a que l'AFP qui est à la hausse. Il se comporte d'une manière différente. Alors, donc, l'AFP est d'origine fœtale, et tous les autres sont d'origine placentaire, y compris donc l'ADN trophoblastique qui est utilisé pour le DPNI. Donc, il faut aussi avoir la notion de marqueur gaussien et de marqueur diagnostique. On est ici dans le cadre de marqueurs de dépistage, c'est-à-dire ce sont des marqueurs qui ne discriminent pas totalement la situation pathologique qu'on veut dépister, c'est-à-dire qu'il y a toujours un croisement, il y a toujours un chevauchement. Et un marqueur diagnostique, c'est un marqueur qui va complètement s'éloigner. On a deux nuages qui s'éloignent complètement. Et bien sûr, il y a un marqueur qui est invariable. Il y a les marqueurs invariables. Eux, ils n'ont aucune modification en fonction de la pathologie. Il y a aussi les marqueurs dichotomiques qui peuvent être non, unknown ou yes. Ces trois situations ayant chacune un likelihood ratio. Donc, l'échelle temporelle, elle est en semaines. Ces marqueurs-là n'ont pas leur optimum tous à la même période. Donc, l'AFP et le striol, c'est au deuxième trimestre, vous le savez déjà. La clarté nucale, c'est au premier trimestre, entre 11 et 13,6. La free beta, elle a une large échelle temporelle qui commence dès 10 jusqu'à 19, même plus. Alors, je tiens à dire que Robert Debré, en France, ils font des dépistages de la trisomie, même jusqu'à terme. Hein. Les marqueurs restent valables. Voilà. PAP-A, qui a donc changé beaucoup de choses au premier trimestre, avec un maximum d'efficacité dans cet intervalle-là, entre 9 et 11. Et PLGF, le dernier marqueur qui est utilisé donc et pour la prééclampsie et pour la trisomie 21. Alors, un mot au prochain conférencier. Il y a de l'électricité ici. Attention. Donc, comment calculer le risque? Alors, je voudrais aborder un peu ce point mathématique pour vous signifier que la précision dans le dépistage de la trisomie 21 est quelque chose d'extrêmement important. Je prends un exemple. Pour nous, les biologistes, on fait des dosages hormonaux très souvent. On a par exemple la TSH, l'hormone hypophysaire. Donc, lorsqu'on rend un résultat de TSH, que ce soit à 1,3, 1,4 ou 1,5, ça n'est pas très important. C'est une interprétation, c'est une synthèse dans le cadre du dépistage de l'objectif qui est défini. Pour le dépistage de la trisomie 21, ces petites différences-là, ces petites variations-là sont très très importantes, y compris pour la clarté nucale aussi. Si vous trouvez 1, ce n'est pas comme si vous trouvez 0,9 ou 1,1. Ces petites différences-là vont être incrémentées dans un logiciel qui va donner un risque, et ce logiciel peut vraiment changer le résultat du risque défini à 0,1% près. Donc, on prend l'exemple de cette patiente qui a 41 ans, avec une LCC à 55. Rien que par l'âge, elle est éligible à la myosynthèse. Elle aurait un risque de 1 sur 43. On commence par le premier marqueur. En fait, nous, les biologistes, on fait des dosages. Ces dosages sont exprimés en unités internationales par litre.
on ne peut pas prendre cette unité-là et la mettre directement dans le dépistage. Il faut la transformer en mom brut, c'est multiple de la médiane, les médianes sont définies au jour. Il y a une valeur de médiane pour chaque jour du terme. À partir de ces mômes bruts, on va éditer les mômes corrigés, qui sont corrigés en fonction de différents facteurs, comme la chorionicité, comme le poids, comme les antécédents. À partir de ce môme corrigé, on va éditer un likelihood ratio, qui est le rapport de vraisemblance. Et c'est le rapport de vraisemblance qui va venir transformer le risque lié à l'âge originel pour obtenir un risque qui est customisé pour cette valeur-là, pour cette patient-là. Donc on va refaire la même chose avec les autres marqueurs, c'est-à-dire on part toujours d'une concentration pour la transformer en môme brut, môme corrigé, likelihood ratio, et un risque de ce marqueur-là. Et pour la clarté nucale aussi, c'est la même chose. Donc maintenant, il faut combiner ces trois marqueurs-là, free, bêta, PAP, clarté nucale, en un seul risque. Parce que là, ici, ce qu'on a à droite, ce sont des risques individuels, séparés, chacun tout seul. Maintenant, il nous faut trouver un moyen mathématique, arithmétique, pour les combiner les trois ensemble. Et ce moyen-là, alors je vais passer cette question pour aller vite. Ce moyen-là, en fait, il aurait pu être de multiplier simplement les likelihood ratios si les marqueurs étaient statistiquement indépendants, mais ils ne sont pas indépendants. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre cette formule très complexe, c'est une formule donc matricielle, qui a été établie tout début par Köckel-Nickwald, puis par Nicolaides pour la clarté nucale, et qui nous permet, pour ces trois marqueurs à la fois, d'établir un likelihood ratio, et non pas une multiplication des trois. C'est un seul likelihood ratio qui viendra donc modifier ce risque lié à l'âge pour donner un risque final. Donc les algorithmes, c'est très important parce qu'il y a eu des updates dernièrement. Donc pour la FMF UK, vous savez que sur cette planète, à peu près toutes les sociétés savantes sont en train de suivre la FMF UK. Donc ceci est l'ancien algorithme en fait. C'est pour vous expliquer quel est le cheminement de la réflexion qu'ils ont eu. Avant, on était sur trois intervalles. Inférieur à 1 sur 1000, on ne fait rien. Entre le 1 sur 1000 et le 1,50, on continue par les soft markers pour avoir un risque discriminant à 1 sur 100. Et si c'est supérieur à 1 sur 50, eh ben, on bascule directement vers le DPN cytogénétique. Alors, ce qui a changé, c'est justement les intervalles. On n'est plus à 1 sur 1000 et ici, on est désormais à 1 sur 2000 et l'intervalle central qui est là, en fait, il est orienté vers le DPNI. Et on est toujours sur un risque, si supérieur à 1 sur 50, c'est orienté vers le DPN cytogénétique. Au niveau du DPNI, on va ne pas se contenter d'un résultat positif, négatif, mais on va, en fait, la FMF a établi un logiciel, un autre logiciel qui tient compte de la fraction fétale du Z-score, de différentes informations du NIPT pour redistribuer un risque. Et si ce risque est 1 sur 100, là, on passe au diagnostic prénatal. Et donc, grâce à ce dernier algorithme, en fait, quel est le cheminement qui a laissé pousser donc Singelaki et Nicolaides à établir ces seuils-là? Pourquoi 1 sur 2000, 1 sur 50? Pourquoi pas 1 sur 1000 ou 1 sur 5000? C'est parce que sur leur cohorte, ils ont trouvé que ici, sur cette ligne-là, on est sur l'algorithme conventionnel. Vous voyez qu'avec l'algorithme conventionnel, on détecte 87% des trisomiques avec un taux d'amyosynthèse à 2,6, mais on a aussi une détection très intéressante des anomalies des chromosomes sexuels, et ici c'est marqué « Other High Risk Adverse Outcomes », c'est-à-dire les autres anomalies karyotypiques qui n'auraient jamais été pensées et qu'on a trouvées justement parce qu'on a fait une amyosynthèse. Et donc, ils ont passé toute leur cohorte en DPNI systématique, et ils se sont rendus compte que
oui, ça augmente le taux de sensibilité de la trisomie, oui, mais on perd tout ça. Tout ça, on va le perdre en fait. Et donc, ils se sont arrangés avec différents intervalles de risque pour identifier où serait le meilleur gain et où serait la moindre perte. Et le meilleur gain et la moindre perte seraient dans cet intervalle, donc 1 sur 2000, 1 sur 50. Donc les Français, c'était 1 sur 250, c'était avant des intervalles qui étaient très clairs, inférieur à 1 sur 250, on ne fait rien, supérieur, on fait le DPN. Et depuis dernièrement, depuis l'introduction du DPNI par la sécurité sociale, donc au début, on a choisi cet intervalle-là, 1 sur 1000, 1 sur 250. À ces patientes-là a été proposé un DPNI. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait gratter ici aussi, on pouvait entrer dans cet intervalle-là. Et actuellement en France, c'est du 1 sur 1000 jusqu'à 1 sur 50 pour le DPNI. Alors en France, c'est très intéressant, comme je l'ai dit. Ici, on a un graphique qui est très intéressant et j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce slide parce que ça nous montre l'évolution du nombre de trisomies qui sont diagnostiquées, qui est constant, mais en fonction du motif d'amniosynthèse. C'est ça qui est très intéressant. Donc, le motif d'amniosynthèse originelle, c'est le risque combiné accru et c'est aussi, en bleu clair, l'anomalie échographique. Là, on est en 2010. Donc, dépistage à risque accru, anomalie écho. Donc, ça reste comme ça, c'est stable jusqu'à l'apparition en 2014 du vert qui est là. Et donc, là, c'est les NIPT positifs qui vont augmenter. Donc, actuellement, la plupart des trisomiques qui sont détectés au DPN sont soit sur DPNI, soit sur anomalie écho qui est restée constante, et beaucoup moins sur les marqueurs sériques, sur le dépistage du premier ou du deuxième trimestre. Donc je suis arrivé, enfin, je ne pourrai pas finir toute la conf, je vais arrêter à la Tunisie. Après 7 slides, il va y avoir la Tunisie et je vais arrêter là. Mais on va essayer de repousser la pause café. Parce que c'est tellement passionnant et il nous reste quand même une conférence qu'il va falloir respecter. Allez-y, continuez. Okay. Donc, par rapport à la Tunisie, donc, nous nous sommes réunis suite aux recommandations, enfin, suite au projet de standardisation du dépistage de la trisomie 21 avec la STBC, les biologistes. Nous avons rédigé les guidelines, nous les avons exposés à nos confrères donc gynéco, et au sein de ces exposés, il y a eu une collaboration et nous avons réfléchi, nous avons pensé qu'est-ce qu'on va établir comme algorithme pour le DPNI. Alors ceci, c'est l'ancien algorithme qu'on a pris sur les recommandations françaises et le consensus avec lequel on est sorti, qui a émergé, mais rien n'est officiel, surtout que le prix du DPNI est très changeant. Il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale en Tunisie. On a 2 Tunisies qui sont très différentes, l'une qui peut se permettre d'avoir accès à cette analyse et l'autre qui ne peut même pas se permettre d'accéder aux marqueurs sériques normaux. Donc comment gérer ces 2 populations qui sont très très différentes? Eh bien, on s'est dit, on va prendre les limites de l'algorithme français, donc inférieur à 1 sur 1000, c'est une grossesse qui n'est pas à risque. Si on est entre 1 sur 1000 et 1 sur 250, ça reste du risque faible, mais on suggère à la patiente, on l'informe. La patiente est informée qu'il existe une analyse qui coûte 900 dinars, 1000 dinars, mais elle est informée qu'il y a une analyse qui est là et qui peut offrir un haut impact diagnostique dans sa situation à elle. Elle est informée. Si elle veut le faire, tant mieux. Si elle n'a pas les moyens, elle n'a pas mais au moins, elle est informée.
On a vu aussi qu'on peut gratter sur cet intervalle-là, parce que les anomalies cytogénétiques complexes, autres que la trisomie 21, ils sont là. Ils ne sont pas là. Là, c'est des trisomiques. Donc, dans cet intervalle-là, on va suggérer le DPNI aussi. On va le suggérer. Si la patiente peut le faire, tant mieux. Si elle ne peut pas le faire, on reste sur le DPN. On reste sur l'amniosynthèse. Et bien sûr, supérieur à 1/50, c'est le DPN comme d'habitude. Donc, ceci est une initiative de différents confrères et c'est ce qui me semble aussi être le plus judicieux à faire en fonction de l'économie, enfin, de l'état des finances de la population tunisienne et surtout du prix qui va changer. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont émergentes, qui vont débarquer sur le marché. Actuellement, les compagnies étrangères facturent un DPNI à 800 dinars et je pense qu'on va descendre au-dessous des 600-500 dinars les prochains mois, voire la prochaine année. Voilà, on y est, on est dans ce carrefour, voilà. Vous me dites si vous voulez que... 5 minutes pour finir, s'il vous plaît. Ok. Donc, pour finir, on va faire 2 QCM et je vais vous montrer donc, les seuils qu'on va retenir pour les marqueurs sériques parce qu'il n'y a pas que le risque en fait, il n'y a pas que le risque sur la fin. Il faut vraiment sur le compte rendu bien voir les valeurs des mômes. Alors, 2 QCM qui sont très importants. Alors, quelle est la sensibilité du dépistage conventionnel? C'est-à-dire, sur 100% de fœtus trisomiques, le dépistage conventionnel permet d'en détecter combien? Voilà, la réponse est correcte, c'est aux alentours de 85%. Voilà. Donc, par le dépistage conventionnel, clarté nucale free bêta PAPA, on peut voir jusqu'à 85% donc, des fœtus trisomiques. La question d'après, quel est selon vous le pourcentage d'amniosynthèse généré par le dépistage du premier trimestre? On en a parlé juste avant la conférence. C'est-à-dire, si vous faites 1000 dépistages combinés par an, vous faites combien d'amniosynthèse en tout et pour tout? Est-ce que c'est plutôt 120 ou est-ce que c'est plutôt 40? Alors, la bonne réponse est plutôt 4%. La bonne réponse, c'est 4%. Si le dépistage est fait dans les règles de l'art, pour avoir le taux de sensibilité de 85%, on a donc 4% d'amniosynthèse. Et là, je vais aller directement donc, aux slides qui sont les plus intéressants. Alors, je vous laisse prendre une photo sur celle-ci, qui est un résumé de toutes les situations avec... où on a des mômes élevées, basses. Je vous laisse aussi prendre en photo celle-ci, qui est un résumé des taux de HCZ. Il y a eu un travail très intéressant à Robert Dobré pour établir ce qu'il en est des HCZ supérieurs à 10 mômes, avec une certaine incidence des choriocarcinomes, et qui recommande justement un suivi de cette cinétique de free bêta indépendamment de la trisomie du contexte obstétrical en lui-même. Et on va passer donc à l'AFP. Alors l'AFP, si c'est supérieur à 2,5 mômes, je vous laisse prendre en photo, on aura ces anomalies-là. C'est surtout du neural tube defect, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose, d'autres choses.
Et ce qui est recommandé, c'est en fait de refaire le taux d'AFP en 2 semaines. Si ça augmente, c'est de mauvais pronostics, mais dans 90%, ça va baisser et il ne faudra pas alarmer la patiente pour rien. En France, ils vont jusqu'à doser l'AFP en lui-même dans le liquide amniotique. Ils vont jusqu'à faire une ponction de liquide amniotique pour doser l'AFP. Bon, c'est vraiment des cas assez extrêmes. Et pour la PAPA, donc c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, le taux de PAPA qui est diminué, qui est corrélé, donc, small for gestational age, donc les poids fœtaux diminués. Ici, ils ont pris un seuil du 5e percentile qui correspond à dans notre labo, le 5e percentile correspond à 0,38 mom. C'est à peu près 0,4 donc. Donc ici, c'est bien visible que tous les OR, tous les odds ratios sont largement supérieurs à 1 pour les poids fœtaux faibles. Et il y a une étude tunisienne vraiment à saluer qui est magnifique, qui a fait une corrélation justement avec le poids faible à la naissance, la prééclampsie, la prématurité, avec un seuil justement à 0,4 mom. Et ce seuil qui est à 0,4 mom, depuis que j'ai été contacté par la STGO il y a 2 mois pour présenter cette conférence, on s'est mis au labo pour finaliser, pour boucler notre cohorte, donc 2018-2021. Et on a donc ces résultats. Donc pour vous les présenter, moi je préfère retenir le premier percentile. Je préfère travailler avec un cutoff à 0,25 mom. C'est un cutoff dans lequel il y a plus de pathologie obstétricale et surtout c'est un cutoff qui me laisse conseiller l'obstétricien d'aller quand même vers l'amniosynthèse même si le risque est faible. Donc ce cutoff de 0,25 mom, selon les différentes cohortes que j'observe donc dans les publications et sur ce que j'ai moi-même au laboratoire, il vaut mieux aller à l'amniosynthèse même si on a un risque faible parce que les PAPA très diminués ne sont pas forcément corrélés à la prématurité ni aux troubles hypertensifs, mais c'est plutôt aux anomalies cytogénétiques complexes autres que la trisomie 21. Donc j'ai fini, enfin bon, j'ai pas fini, mais il me reste beaucoup de choses, mais je préfère donc vous remercier et remercier la STGO et merci donc d'appuyer ces initiatives collaboratives. Merci. Merci, Dr Erdila, pour cette très belle présentation, très didactique et très instructive. Comme on a un peu dépassé le temps, on ne va pas prendre de commentaires tout de suite. Peut-être qu'on laissera 1 ou 2 questions à la fin. Et je vais d'emblée inviter mon ami Dr Ayeshi, qui va nous parler de l'attitude à adopter devant une hyperclarté nucale à cariotype normal. Emira, c'est à toi. Pour le courant. C'est bon. Alors, je remercie la STGO de m'avoir invité pour présenter cette conférence. Alors, ça va être sur l'hyperclarté nucale à cariotype normal. Je ne vais pas trop m'aventurer non plus parce qu'on a d'autres conférences après sur des anomalies, donc ça va compléter la conférence d'aujourd'hui.
Mais pour l'hyperclarté akaryotype normale, j'ai eu beaucoup de soucis pour pouvoir essayer de condenser un petit peu. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai réussi un petit peu à faire. Si j'arrive, hop, voilà. Donc, alors, la clarté nucale, on ne va pas trop revenir sur les mesures ni sur comment mesurer la clarté, parce qu'on est tous chaque jour en train de mesurer des clartés, essayer de faire des clartés parfaites, on va dire ça comme ça, et de suivre les recommandations des collèges et des sociétés internationales. Donc, se rapprocher le plus possible d'une clarté bien faite. Tout simplement parce que ça implique beaucoup de choses et c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, vous avez vos mesures habituelles, vos calipers, donc ça, on ne va pas revenir dessus. Le plus important, c'est de savoir que l'hyperclarté nucale, quand on commence à mesurer et qu'on se retrouve dans le cadre d'une hyperclarté nucale, on va se retrouver devant un colosse parce que c'est quand même relativement compliqué d'en sortir. Alors, le plus important dans tout ça, c'est la finalité, c'est d'avoir un enfant normal. Mais pour y arriver, il y a beaucoup d'investigations. Et en Tunisie, on a quand même un peu de mal à pouvoir suivre toutes les investigations possibles, surtout quand on dépasse le cap du karyotype. Alors, donc là, j'ai pris quelques clichés juste pour vous montrer à vue d'œil, donc une clarté nucale qui est normale, une clarté nucale augmentée et a priori un hygroma kystique. Et le plus important ici, juste de revenir sur l'hyperclarté nucale. Donc, il y a beaucoup d'études qui s'y sont mises depuis très longtemps, puisque au départ, on parlait d'une hyperclarté à 3,5 mm, à 3 mm. Et le plus important, c'est que les études ont essayé d'avoir un cut-off par rapport à l'hyperclarté nucale. Alors, il y a deux façons de penser. Il y a l'hyperclarté nucale, c'est une clarté nucale qui est supérieure au 95e percentile ou supérieure à 1,6 mOhm. Et il y a l'hyperclarté nucale à partir de laquelle on va faire des investigations et on va en parler. Alors, justement, les sociétés ne sont pas d'accord, les collèges ne sont pas d'accord sur le seuil de la clarté nucale à partir de laquelle on va faire des investigations. L'American College est plutôt sur le 3 mm ou sur une clarté nucale supérieure au 99e percentile. Et c'est à partir de cette valeur qu'ils vont commencer à faire des prélèvements ou orienter la patiente vers des échographies spécialisées. Les études récentes, 2020-2021, même au sein d'une même équipe, ne sont pas très concordantes. Donc vous avez par exemple Bardi en 2020 qui a publié deux études, l'une qui était basée sur une hyperclarté supérieure au 99e percentile et l'autre entre 95 et 99e percentile. Donc les études ne sont pas toutes d'accord sur le seuil d'hyperclarté nucale à partir de laquelle on va faire nos investigations. Donc il reste toujours le flou entre le 95e et le 99e percentile. Donc on est tous d'accord qu'il va y avoir des investigations à faire. Donc là j'ai pris donc l'étude qui se basait sur les hyperclartés entre le 95e et le 99e percentile et les conduites donc passent directement aux amniosynthèses pour avoir un karyotype et plus à partir du 95e percentile. Et on trouve donc dans cette étude qu'il y a 5,9% d'anomalies de structure. Donc en dehors des anomalies de karyotype, vous avez des anomalies de structure de l'ordre de 5,9%. Et je pense que c'est pour ça que Bardi a inclus toutes les hyperclartés au-delà du 95e percentile. À part les anomalies de karyotype, vous voyez bien ici qu'il y a un certain nombre de délétions et de microdélétions qui poussent les équipes à se pencher sur les hyperclartés qui sont supérieures au 95e percentile. Et là, on va avoir bien sûr une recherche plus poussée. Alors la question en Tunisie, quand on bascule du karyotype à la CGH arrêt, on va avoir un gros budget. Pour ce qui est donc du passage donc, à d'autres explorations, on passe aux explorations des rasopathies. Donc là, on a un panel précis
qui va se pencher sur les rhazopathies, en sachant que les rhazopathies, c'est des clartés nucales qui sont vraiment très élevées, donc supérieures à 4 mm, 5 mm, et on les retrouve plus fréquemment dans les hyperclartés, même supérieures à 6 mm. Alors, cette étude en 2017 a fait un autre cutoff qui était donc de 3 mm. Pareil, il se base sur toutes les hyperclartés nucales et les anomalies associées. Et là, encore un autre cutoff, donc 3 mm. Et au-delà, on commence les explorations invasives et les procédures d'échographie diagnostique. Alors là, j'ai mis juste un petit... en fait, c'est un petit clin d'œil. Pour tous ceux qui voient avant les 45 mm un œdème au niveau de la nuque, eh ben, il faut vous dire qu'il arrive que justement cet œdème ou cette hyperclarté, eh ben, elle est réelle. On se disait toujours, non, bon, 45 mm, c'est les recommandations. Eh ben, les études actuelles montrent que les hyperclartés nucales qui se voient avant 45 mm peuvent être corrélés et sont corrélés à des anomalies chromosomiques par la suite. D'ailleurs, ce que vous voyez là, là ou là, peut se voir ensuite soit persister, soit régresser, et même la régression n'implique pas un karyotype ou un enfant normal. Donc, il y a une étude pareille, donc 2014, il y a une étude de 2021 qui montre même que ces hyperclartés nucales ont des cutoffs et qu'à partir du 99e percentile, on se retrouve toujours dans la même situation d'exploration par la suite. Donc là, vous avez le cutoff du 99e percentile. Vous avez ensuite, à part les anomalies chromosomiques et les anomalies des organes, vous allez aussi vous retrouver avec des risques de mort fœtale in utero et d'avortement en des grossesses compliquées. Donc là, c'est pareil, on voit bien ici qu'il va y avoir une différence significative entre les différentes corrélations clarté nucale issues de la grossesse. Donc, une fois que vous avez votre clarté nucale, bien sûr, vous allez commencer vos investigations, karyotypes, etc. Mais il ne faudra pas oublier la morphologie, donc la morphologie avec les recommandations actuelles. Donc vous ouvrez les guidelines et soit vous les faites vous-même, soit vous envoyez à un référent pour pouvoir faire le check-up des différentes anomalies morphologiques qui peuvent être corrélées à cette hyperclarté nucale, puisque n'oubliez pas, tout ça va pouvoir vous aider à décider par la suite ce que vous allez faire. Les Dopplers aussi sont importants, donc hormis le karyotype, vous avez les Dopplers donc, du ductus venosus, de la tricuspide et aussi au niveau de l'artère hépatique. Donc ductus venosus et tricuspide, on connaît leur importance. Peut-être qu'on connaît un petit peu moins celle de l'artère hépatique, et il se trouve que les basses résistances au niveau de l'artère hépatique sont corrélées à une issue défavorable pour ce qui est donc de la grossesse. Donc là, vous avez quelques clichés avec l'artère hépatique, le ductus venosus et les différents Dopplers que vous allez retrouver. Alors, si on veut récapituler, on a deux conduites ou deux algorithmes. Le premier algorithme, c'est celui d'avoir une clarté nucale supérieure au 99e percentile. Et là, il faudra faire un karyotype et il faudra peut-être pousser pour compléter avec une CGH arrêt. Et dans toutes vos investigations par la suite, il faudra absolument à 15, à 17, à 22, 24, donc en morphologie à 27 et même par la suite, toujours faire des échographies de diagnostic anténatal. Il ne faudra pas se suffire d'avoir un karyotype normal pour se dire voilà, c'est bon, on est sauvé et on va voir par la suite ce qu'on peut avoir comme anomalie. J'ai aussi pris l'algorithme du 95e, 99e et ça rejoint un peu la conférence qu'on vient de voir par rapport aux marqueurs sériques, hormis donc les limites. C'est lorsque vous avez une clarté au 95e percentile, entre le 95e et le 99e percentile, je pense que, vu les moyens de nos patientes, oui, combinés aux marqueurs sériques, mais il faut absolument lui proposer par la suite
le dépistage non invasif donc, et en parler parce qu'elle va se retrouver dans une zone à risque. Et quel que soit le résultat par la suite, elle va aussi se retrouver dans le processus donc, de diagnostic anténatal, puisque n'oubliez pas qu'elle reste toujours, le fœtus reste toujours à risque, porteur d'une anomalie, quelle qu'elle soit morphologique ou même génique. Alors, l'hyperclarté nucale à cariotype normal, on a une augmentation de plusieurs choses. Donc, les morts fœtales, ça on vient d'en parler. Les malformations, on va les voir, surtout cardiaques, et Dr Takeli va nous faire par la suite sa conférence sur les anomalies cardiaques. Et surtout, là où on se perd un petit peu, c'est surtout les syndromes génétiques rares et les retards de développement, tout simplement parce que pour les syndromes génétiques, on a tout un panel à rechercher, et pour les retards de développement, c'est parce que tout simplement, on peut se retrouver à la naissance et par la suite, au bout des 2 ans, avec un enfant ayant un retard psychomoteur ou un développement anormal du fait d'avoir vu cette hyperclarté malgré toutes les échographies et toutes les investigations qui sont normales. Donc, finalement, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais il faut surtout s'entourer de collègues, de généticiens, de neurologues qui peuvent donner leur avis par rapport à ces hyperclartés nucales à cariotype normal. Donc ça, on l'a déjà vu. Hop. Alors, là, j'ai juste mis quelques chiffres par rapport aux différentes anomalies. Bon, c'est un petit peu petit, mais c'est vrai qu'elles sont très exhaustives par rapport aux anomalies qu'on peut trouver lorsqu'on a une hyperclarté nucale élevée. Et c'est vrai que le cœur fait partie donc des anomalies morphologiques les plus fréquentes corrélées à l'hyperclarté nucale, d'autant plus qu'on peut avoir des anomalies Doppler et des hyperclartés qui sont élevées. Alors, n'oubliez pas donc les avortements et les morts fœtales in utero, ça c'est important. Ici, donc, je vous ai mis juste une récapitulation donc, de l'hyperclarté nucale supérieure au 95e percentile, un petit peu les points à soulever en cas de cariotype normal. Donc, les anomalies morphologiques du cœur, on en a parlé, et les rasopathies donc, sont les anomalies qu'on essaie de détecter le plus possible, et celle que vous connaissez le plus, c'est le syndrome de Noonan, je suppose. Et après tout ça, donc on a le suivi en morphologie. Alors voilà ici, je trouve que cet algorithme est bien détaillé. Donc il récapitule un petit peu tout ce qu'on doit faire. Entre autres donc le cariotype CGHRE, le cariotype normal et l'échographie morphologique, et surtout donc référer vos patientes en écho-cœur fœtal si vous avez donc le moindre doute aussi en échographie morphologique. Vous devez faire le point sur le cœur fœtal. Alors, là, j'aime bien ce diagramme parce qu'en fait, il est un peu rassurant. En fait, on se retrouve dans une évolution naturelle puisque au départ, on est à une hyperclarté nucale. On fait un cariotype juste par la suite avec une échographie morphologique au premier trimestre. Ensuite, on fait son cariotype et sa CGH. On recherche les microdélétions. On fait son analyse d'ADN. Et là, on est de plus en plus rassuré. À 16 semaines, on fait son échographie morphologique et on peut peut-être compléter par une recherche des rasopathies. Là, on a beaucoup moins de possibilités d'avoir une anomalie et on rassure d'autant plus la patiente. En morphologie, pareil, donc on va avoir son écho-cœur fœtal. L'échographie morphologique permet aussi à la patiente d'être un peu plus rassurée. Et au final, quand on se retrouve à la fin, on est à peu près 74% de possibilités, disons, d'avoir un enfant avec une évolution normale au-delà des 2 ans. Alors, donc, dans les anomalies morphologiques, vous voyez bien, cette plaque résume un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme anomalie morphologique au niveau du cœur fœtal. Et on sait que la plupart des anomalies morphologiques peuvent être détectées en dépistage, mais je vous recommande quand même, quand vous avez une hyperclarté nucale, d'adresser en diagnostic
Et vous voyez que vous avez ici donc les anomalies qu'on connaît le plus, donc la transpo, la tétralogie de Fallot, tout ce qui est donc anomalie habituelle, mais celle qui donne aussi le plus d'hyperclarté nucale, vous avez la coarctation de l'aorte qui est un petit peu plus difficile à diagnostiquer. Sinon, les ventricules uniques et les hypoplasies du cœur fœtal sont relativement diagnostiquées. Donc, au final, quand on a toutes ces anomalies, on se retrouve, comme on l'a dit, donc une fois qu'on a éliminé les anomalies morphologiques, on se retrouve avec 74% d'issues favorables pour un enfant au-delà des 2 ans. Alors, et là commence, après le karyotype, après la morphologie, c'est là qu'on se pose le plus de questions. C'est les syndromes génétiques. Donc là, on est, pour nous, en Tunisie en tout cas, il est relativement difficile d'avoir une bonne orientation par rapport à tous ces syndromes. Donc là, vous avez toute une liste de syndromes, elle est très longue, hein, elle dépasse les 50 syndromes pour ce qui est des hyperclartés nucales, mais là, c'est les plus fréquents. Sinon, celles qu'on est censé rechercher, ce sont justement ces rhazopathies. Et pour les rhazopathies, donc, on va avoir en général, une fois qu'on est passé à la CGH-arrêt et qu'on a des hyperclartés nucales qui sont élevées, avec des anomalies morphologiques guidées, on va rechercher selon un panel les différentes rhazopathies. Et donc, celle que vous connaissez le plus, c'est le syndrome de Noonan, avec la dysmorphie faciale, l'hypertellorisme, les fentes. Il peut y avoir des anomalies cardiaques associées. Et surtout pour le syndrome de Noonan, malgré la variété du syndrome de Noonan, puisque l'expression de ce syndrome est vraiment variable à la naissance, mais on a quand même des difficultés d'apprentissage et d'intégration des enfants, donc le retard psychomoteur est là. Donc là, vous avez, bon, j'ai mis quelques photos si ça peut vous aider, mais vous allez retrouver sur Orphanet tout ce qui est mutation retrouvée dans ces syndromes. Alors, là, on parle plus du neurodéveloppement. Donc, quand on est passé par tout ça et que tout est négatif, il y a plusieurs études qui montrent que le développement peut être correct si on a bien fait, si on a bien suivi le processus. Et donc, en 2021, donc l'équipe de Buffin nous a conforté un petit peu dans notre diagnostic et dans les procédures que l'on fait, en disant que finalement, il n'y a pas autant d'anomalies de développement neurologique que ça chez les patientes qui ont un fœtus ayant une hyperclarté nucale, en sachant que ça peut être, plus l'hyperclarté nucale est importante, plus le risque est élevé. Donc là, vous avez donc sur les hyperclartés nucales avec un suivi donc tout à fait normal au cours de la grossesse, vous avez quand même des morts fœtales, des anomalies de développement. Vous avez des anomalies telles que l'aniridie qui peuvent être passées inaperçues. Donc, on a quand même quelques échecs. Il nous reste 1 minute, Dr Aïch. Combien? 1 minute. 1 minute, j'y vais, d'accord. Donc, ajoutez à cela, n'oubliez pas l'anxiété des parents. Donc, c'est relativement difficile pour des parents de savoir que votre enfant donc, a une hyperclarté nucale, qu'il a un suivi tout à fait normal et de ne pas savoir l'issue. Donc, le côté psychologique donc, est très important. Et pour l'étude génétique, je vous conseille vraiment de discuter avec nos amis généticiens, puisque la CGH-arrêt permet de rajouter 5% de détection. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 5% de détection des anomalies géniques graves ayant un potentiel donc grave à la naissance. Voilà, donc ça c'est pareil. Donc au bout de toutes ces plaques, donc vous avez finalement
à la fin le suivi donc d'une patiente ayant un fœtus ayant une hyperclarté nucale, et on peut arriver à la fin avec un fœtus donc, et un enfant normal. Donc finalement, karyotype normal, mais le plus important, c'est une vie normale. Voilà, merci. Je vous remercie vivement. Je mes excuses les plus plates pour les 3 orateurs qui ont fait des merveilles, il faut que je le reconnaître. On va se permettre, aux dépens de la pause café, d'avoir pour les trois orateurs, 1 ou 2 questions, s'il est dit. Enfin, des questions succinctes. Pardon. Vous étiez excellente. Ma première question, dans 50% des cas, on ne peut pas mesurer la clarté nucale. Et pour quelle raison? Ma deuxième question, la rasopathie. C'est la première fois que ça provient de quelle origine, la rasopathie? Ce sont des anomalies géniques. Non, rasopathie, sur le plan étymologique, ça provient de quoi? Ça vient de quoi? La voix. La voix. C'est relatif à la voie de signalisation RAS. RAS RAS, c'est un gène. RAS. C'est un gène RAS. C'est pas Z, c'est RAS. Le gène RAS qui intervient dans la voie de signalisation du développement, notamment du cœur. On n'avance pas. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit des questions directes. Oui. Pour les clartés nucales qu'on découvre avant 11 semaines, des clartés nucales élevées et qui disparaissent après, quelle est la conduite pratique? Quand on fait une écho après et qu'on trouve une clarté nucale normale, est-ce qu'on envoie au laboratoire comme quoi c'est une clarté normale, ou bien est-ce qu'on tient compte de cette clarté qu'on a détectée avant 11 semaines? D'après les études récentes, donc s'il y a retour à une clarté normale, donc on va avoir des marqueurs, la conduite habituelle. Seulement pour ce qui est de l'échographie morphologique, il faudra bien préciser qu'il y avait une hyperclarté nucale. Tout simplement, les études sont récentes, on revient à cette visibilité, donc je pense que les gens sont en train de faire attention, mais par rapport aux marqueurs, ce sera pareil. Par contre, par rapport à l'échographie, il faudra faire attention, vu que même en cas de résorption ou de clarté nucale normale, a priori, il faudra quand même faire un suivi particulier et peut-être un diagnostic. La dernière question, je vous promets la dernière question, Monsieur le Président. Je vous donne un cas pratique pour Monsieur Rdira. Si on fait un dépistage combiné au premier trimestre, on répond 1 sur 300. En Tunisie, qu'est-ce qu'on fait si la patiente refuse le diagnostic par l'ADN libre circulante? Ça n'apparaît pas dans l'algorithme. Alors, votre question, si on a un dépistage 1 sur 300 et que la patiente refuse le DPNI, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas les moyens, mais je refuse. Nous, on a fait notre job, et notre job, c'est de l'en informer. C'est de l'en informer. Même qu'on peut, dans le cadre médico-légal, on peut que cette information soit documentée. Vous lui donnez un papier, voilà, vous l'avez vu, vous le signez, je garde une copie. Donc c'est envisageable. Donc on l'informe, on arrête la procédure, on arrête tout. On l'informe, on lui dit qu'il y a un test qui coûte 800 dinars, 850, qui peut être très bénéfique dans votre situation. Je vous encourage à le faire, je vous suggère fortement à le faire. Si vous ne le faites pas... Je n'ai pas les moyens. Voilà, c'est tout. Et juste Simonir, avec la permission de Monsieur le Président... C'est déjà une question, allez, vas-y. 30 secondes. Oui, très bien. Amir, je te remercie. Il y a 2 choses. Il faudrait insister sur le caractère de la régression de la clarté nucale. Et en plus, en termes d'écho morpho, il n'y a pas uniquement que les anomalies cardiaques, parce qu'il y a les anomalies rénales, les anomalies de la face, et puis il y a l'hernie diaphragmatique. Et puis, même si on trouve tout est normal, il faudrait savoir une chose, c'est que ces enfants-là peuvent naître avec un retard psychomoteur qui est important. Et là, il faudrait tout expliquer aux parents pour qu'ils acceptent continuer ou non. Et puis, concernant, j'ai une remarque. Quelle est
quel est le taux d'anomalie chromosomique qu'on rate si on applique la haute autorité, c'est-à-dire entre 1 sur 50, 1 sur 1000, si on ne fait pas le diagnostic, parce que si on fait le diagnostic non invasif, il faudrait que vous passiez par l'amniosynthèse après. Donc il y a un problème de double coût. Okay. La réponse nous a été donnée par les Britanniques lorsqu'ils ont fait du tout NIPT. Ils ont perdu 13% des anomalies karyotypiques, hors que trisomie 22, hors que anomalie des gonosomes. 13%. Il y a 13% des anomalies. C'est pour ça qu'ils ont gardé une petite fourchette. Je voudrais rajouter qu'en hiver 2016, à Monastir, nous avons eu une épidémie d'hyperclarté nucale à karyotypes normaux. Je pense d'ailleurs que je t'en ai parlé. Hiver 2016. C'est un Coxsackie virus. On a fait toutes les investigations possibles. On a gardé les alicots de ces liquides amniotiques. On les a envoyés en PCR. Il faut toujours penser au virus cardiotrope, comme le virus de la grippe. Et le Coxsackie virus, ça donne des clartés nucales qui s'épaississent et qui après reviennent un peu à la normale, vers 13 semaines. Hein. Ça reste pas... et même l'aspect à l'écho n'est pas le même qu'une clarté nucale élevée normale. Monsieur le Président, il faudra une suite à cette séance. Bon, on va remercier tous les orateurs pour leur excellente présentation. Et au nom de la STGO, nous vous invitons aux journées de médecine de la reproduction qui auront lieu le 11 septembre 2022 à Mahdia. Voilà. Pause café à tous.